on va commencer cette session. On va donner la parole au professeur Galissot, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8, qui va présenter une conférence sur l'impunité des crimes d'État, racisme colonial et nationalisme français. بالكلمة الأستاذ جاليسو أستاذ تاريخ معاصر في جامعة باريس الدنيا يحب محاضرة حول لا عقاب لمجاز الدولة التمييز العنصري والاستعمار. Chers amis, par rapport à l'équipe, je vois que la proportion des femmes progresse dans l'université algérienne. Pour parler des crimes d'État et plus encore de l'impunité, je voudrais m'insérer un petit peu dans l'histoire qui a concerné Kelmar, puisque l'exemple de racisme colonial que je vais prendre, c'est celui qui était sous-préfet de Kelmar au moment de l'attaque et qui a un itinéraire intéressant, qui est le commissaire André Achia. Alors, c'est un bon exemple de racisme colonial. Je partirai d'un cas très très fort de racisme colonial, c'est ce qu'on appelle l'affaire de Géralda. Un certain nombre d'entre vous le connaissent certainement. La plage de Géralda, entre la ville de Géralda et la mer, quand on arrive à la plage, il y a encore aujourd'hui un petit bois, et il y a l'établissement des militaires dans la bordure de ce petit bois. Et vous savez que c'est le siège des parachutistes dans la guerre d'Algérie. Moi-même, en 1962, j'ai subi des coups de feu sur la plage de Géralda, parce que j'avais une serviette qui était verte et blanche. Ils se souvenaient, les parents. Donc, je connais très bien les lieux. Donc, à Géralda, il y avait une délégation, une mairie, qui était tenu par un maire qui était un ancien élu de gauche, un ancien républicain de gauche, mais qui avait adhéré à la Légion et qui se trouvait à la Légion des volontaires français, comme on disait, en 1941-42, et qui se trouvait maire de Géralda. Et le service d'ordre de la Légion, ça s'appelait SOL, le service d'ordre de la Légion, c'était les jeunes en uniforme qui faisaient les ratonnades, disons, en Algérie, dans les années, sous Vichy, dans les années 40-42. C'était le triomphe des uniformes, cette période. Comme dit le philosophe Jacques Derrida, qui a été exclu du lycée d'Alger à cette époque, parce que juif, on n'a jamais vu en Algérie un uniforme allemand. Et partout, il y avait des uniformes français. À partir de 13-14 ans, les enfants défilaient en uniforme, sur toutes les classes d'Algérie, on montait le drapeau français, et c'était une véritable concurrence de musique militaire française et de défilés et de démonstrations, notamment des démonstrations du service d'ordre de la Légion. Or, ce service d'ordre de la Légion voulait appliquer l'ordre sur la plage de Géralda. Alors la plage de Géralda était déjà interdite aux chiens et aux chevaux. Il y avait des panneaux qui disaient « interdit aux chiens et aux chevaux ». Et le maire de Géralda a ajouté d'autres panneaux, et parfois les a superposés « interdit aux chiens et aux chevaux, interdit aux juifs et aux arabes ». Vous voyez les mêmes animaux qui étaient interdits de la plage de Géralda. Et pour faire vérifier l'application de son arrêté municipal, le 1er août 1942, avec ces petits gars en uniforme et un cortège, il est descendu sur la plage. Et ils ont arrêté tous ceux qui contrevenaient.
maire, puisque se trouvaient non pas des chiens, mais des Arabes qui étaient sur la place, y compris les ramasseurs de bois du bois à côté. Et ainsi, après, ils sont amenés tout le monde à la mairie de Zeralda. Ils sont quand même séparés, les femmes et les enfants, les ont laissés repartir. Et les hommes ont été enfermés dans le sous-sol, qui existe encore, on le voit aujourd'hui, hein, dans le sous-sol de la mairie de Zeralda. Et on les a laissés enfermés dans un local clos de cave. Et il y a eu des cris jusque dans la nuit. Et le matin, c'était le silence, parce qu'il y avait 17 morts dans ces caves de la maison de Zeralda. Alors, je rappelle ce fait, hein, qui est un fait parmi d'autres, hein, mais parce qu'ensuite, le maire a été quand même, puisqu'il y a eu le débarquement allié du 8 novembre 1942, et puis il a fallu une année pour que le gouvernement de la France se mette en place, hein, parce que le général Giraud a régné jusque-là, et a reconduit la plupart des lois raciales qui s'appliquaient en Algérie. Ce n'est qu'à l'automne 1943, d'abord ce n'est qu'au printemps 1943 que les emprisonnés et les camps sont ouverts, et c'est seulement à la fin de l'année 1943 que le pouvoir, si l'on peut dire, du général de Gaulle essaie de remettre en place d'autres délégations spéciales, comme on dit, à la place des mairies, et que les choses changent un petit peu. Alors, c'est ainsi que le maire a été mis en justice. Vous voyez, ce n'est pas complètement l'impunité, hein, puisqu'il y a un changement politique. Le changement politique fait que les actes qu'il a accomplis en toute impunité sont quand même transférés à la justice. Et à son procès du maire de Zeralda, on a pris comme témoin de moralité André Achiari. Pourquoi témoin de moralité? Parce qu'il est venu plaider la cause du maire de Zeralda en disant que ça avait toujours été un bon Français. Et pourquoi André Achiari? Parce que André Achiari, qui était encore commissaire à cette époque-là, André Achiari avait participé à ce qu'on appelle dans les livres d'histoire le complot d'Alger, c'est-à-dire à la préparation du débarquement des troupes alliées à Alger, et qu'il était en contact avec les services, PCRA, avec les services au centre de service, hein, avec les services d'information, les services secrets du gouvernement de Londres, c'est-à-dire du gouvernement de Gaulle. C'était un correspondant des services, et en un sens, c'était un parti français, hein, très anti-allemand. Et il avait préparé, notamment avec le jeune communiste juif, mais il dit très bien qu'il a agi comme communiste et non pas comme juif, que l'on connaît tous, qui est le docteur José Abiker. Avec ce groupe de jeunes, il avait préparé l'accueil, si je puis dire, l'entrée à Alger des troupes américaines qui recommençaient un débarquement à Sidi Ferruche, comme ça. On débarque à Sidi Ferruche, et après, on a du mal à arriver à Alger. Hein. Donc il a fallu qu'il y ait ce soulèvement d'Alger pour que les troupes, notamment américaines, puissent entrer à Alger. Et André Achiari a participé à cette préparation de l'accueil des troupes américaines à Alger. Donc c'est le témoin de patriotisme français, c'est le témoin de moralité française, au titre national, que l'on a fait venir au procès du maire de Zeralda. Alors, rassurez-vous, le maire de Zeralda a été condamné à 2 ans de prison, il a été aussi. Vous voyez, c'est pas une impunité totale par rapport à l'acte criminel, c'est rien. Mais ce n'est pas l'impunité totale, puisque la prépondérance politique a changé. Mais c'est quand même une porte de sortie pour lui donner. Il est possible que l'intervention d'André Achiari soit pour quelque chose. Alors, si l'on se situe dans ces années 1940-1942, l'on s'aperçoit que c'est, du point de vue des services français, du point de vue de l'armée française, hein, c'est la répétition de ce qui se passera pendant la guerre de libération. Les camps sont déjà ouverts, les mêmes hein, qui serviront après. Les camps, c'est toujours les mêmes qui servent. Et dans ces camps, entre 1940 et 1942,
est passé environ 5 à 6 000 détenus d'une façon arbitraire, embarqués dans les camps. Ce n'est pas grand-chose par rapport à la trentaine de mille de détenus qui se retrouveront dans les camps en 1957-58. Vous voyez, c'est la répétition. C'est la répétition. Et surtout, c'est la répétition de la torture. Car dans ces camps, et en particulier au commissariat de Béliard, il y a des exemples de torture qui sont connus. Toutes les archives n'ont pas disparu. On dispose notamment des archives des services français, qui s'appelle le centre d'information, qui était gouverné à l'époque par, il était encore le capitaine Schein, et le capitaine Schein réunissait quand même les informations, et on les a. Et les tortures les plus marquantes ont eu lieu au commissariat de Béliard, mais dans d'autres endroits, à Rélisane également. On pourrait que Rélisane, c'est un centre qui suit les drames algériens jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est incroyable, des choses qui peuvent se répéter à Rélisane. Donc, il y avait des cas de torture, et c'est là que la torture a été mise au point. C'est extraordinaire de dire le compte-rendu du service. C'est pas la GGN, mais c'est l'électricité. Et l'électricité, ça s'appelle Chidal. Parce que c'est une action diabolique, somme toute. Et c'est le même système. Il y a des shadows, il y a le Chidal, et il y a ce qui s'appelle les voix off. C'est absolument génial, ça. Les voix off, c'est-à-dire faire intervenir des gens qui parlent en disant votre femme est arrêtée. Donc, le système est déjà au point, si je puis dire. Les instruments de la torture et le système de chantage qui consiste à superposer des conversations pour faire croire au supplicié que sa femme est arrêtée ou que sa femme risque d'être violée, etc. Vous voyez comment le système fonctionne déjà. Cette anticipation, c'est quelque chose. Et André Archiari se retrouve là. Le témoignage est celui de Lisette Vincent, c'est une jeune communiste institutrice qui a été condamnée à mort dans le procès des communistes, qu'on appelle le procès des 61, au printemps 1942. Et elle a subi la torture au commissariat d'Alger. Et le commissaire qui était présent, c'était à nouveau André Archiari. Donc vous vous rendez compte de cette mise au point qui existe déjà dans ce que j'appelle la répétition. On dit le 1er mai 1945, c'est la répétition du 1er novembre. Il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il faudra 10 ans pour arriver au 1er novembre. Hein. C'est ça qui pose question. C'est beaucoup plus, en quelque sorte, cette évolution contrariée et difficile. On célèbre les événements, on ne se rend pas compte. Il a fallu 10 ans pour arriver au 1er novembre, et il a fallu 8 ans de guerre pour un résultat, c'est-à-dire que la nationalité française soit arrachée au nationalisme français. Vous voyez, les historiens, c'est fait pour restituer le temps et restituer les contradictions qui expliquent cette longueur du temps et cette longueur des souffrances. Hein. Donc, revenons à cette époque de 1942. À cette époque de 1942, dernier exemple de ce que j'appelle le racisme colonial. Vous dites bien que là, on est devant le racisme colonial à l'état libre, hein. En toute impunité, quand les faits se déroulent, hein, et en impunité accommodée à cause du tribunal par la suite. Donc, en 1941-42, il y a un jeune écrivain qui s'appelle Albert Camus, qui rédige le roman que vous connaissez tous, qui s'appelle L'étranger. Alors moi, je ne sais pas comment on peut lire L'étranger. Mais dans L'étranger, il n'y a qu'un personnage qui n'a pas de nom et pas de prénom. C'est celui qui s'appelle l'arabe. Et l'arabe, on peut le tuer impunément. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'arabe dans le roman L'étranger d'Albert Camus? Ben, c'est ce qu'on appelle, nous, scientifiquement, enfin, on ne devrait même pas appeler comme ça, parce que ça enlève la vieille anthropologie coloniale, c'est un ethnotype. C'est-à-dire que c'est un type racial. C'est l'arabe. Vous voyez, au singulier. Hein, comme si, il n'a pas besoin de nom, il n'a pas besoin de prénom. Et c'est celui qui est fait. Donc, vous voyez, l'impunité du racisme colonial
Je ne dis pas qu'Albert Camus est un raciste, mais il est au moins le traducteur, si l'on veut dire, le reflet, comment on aurait pu dire, de ce racisme colonial qui a l'impunité. Puisque le mort, en toute impunité, ce n'est rien depuis un arabe. Et ce n'est rien depuis un arabe. Pourquoi? Parce que c'est pas un arabe. Parce que c'est l'arabe. C'est là que vous voyez la racine, si l'on peut dire, du racisme colonial. C'est de rapporter en équipe, de rapporter à une race. Et ça va continuer. Aujourd'hui en France, on parle des Français de souche. On ne parle très peu, on parle des Français musulmans, qui n'a jamais été constitutionnel français, puisqu'on est français, mais on ne peut pas être français avec une déclinaison religieuse. Mais dans les colonies, on est français musulman, puisque votre statut de discrimination s'appelle musulman. Vous voyez, la citoyenneté française, elle ne s'est jamais appliquée dans les colonies, sinon tardivement après 1945 dans un certain nombre de départements. Donc, Maître Vergès ne considère pas. Donc, mais dans l'Empire français, la citoyenneté est dissociée, puisqu'il y a des citoyens moins qui n'ont même pas les droits civiques et les droits politiques, parce qu'on les a placés sous un statut discriminé. Mais toute la colonisation fait ça. Donc, regardez la colonisation britannique, la colonisation des Pays-Bas en Indonésie, c'est toujours un statut discriminé. Les colonisés n'ont pas accès ni au statut civil, ni au statut politique, ni au droit politique. On les met sous un statut confessionnel, voire sous un statut purement ethnique, c'est-à-dire qu'on invente une ethnie. À l'échelle de l'Afrique, on en a inventé un grand nombre, aussi bien l'Empire britannique que l'Empire français. Donc, c'est ça le mode de discrimination. Et le mode de discrimination se traduit en termes racistes. Non seulement parce qu'on dit indigène, mais parce qu'on va dire français de souche et français de souche nord-africaine. Qu'est-ce que ça veut dire français de souche nord-africaine? On est quoi d'une souche nord-africaine? Le mot souche, c'est un mot impossible. Entre nous, le mot origine est également impossible. Le mot origine, c'est toujours la décalque de l'origine juive. J'ai lu un texte, je ne l'ai pas signé. Pourquoi je n'ai pas signé le texte qui s'appelle Nous indigènes, qui a été diffusé il y a 2 mois? C'est parce que dans la deuxième page du texte, pour leur texte, c'est beaucoup trop long. Quand on fait un texte, on fait en 4 pages. Le manifeste de 1921, il faut prendre 3 paragraphes. Bon. Et leur manifeste, en page 2, on parle de l'origine musulmane. Mais moi, je m'excuse, l'origine musulmane, ça n'existe pas. Il y a des musulmans de différentes sortes. Mais renvoyer à une origine musulmane, c'est comme renvoyer à une origine juive. Vous voyez comment opèrent les catégories du racisme, même avec bonne volonté parfois, d'une façon inconsciente. Et voyez ce qui s'est produit en France. Pourquoi il y a des bagarres aujourd'hui? C'est parce que les rapatriés ont rapatrié la catégorie de Français de souche. La catégorie de Français de souche nord-africaine, si je puis dire, est restée au Maghreb, mais la catégorie de Français de souche, maintenant, est partout en France. Et vous voyez, on se prononce au nom des Français de souche. Hein. Les bagarres se font au nom des Français de souche. Vous voyez comment l'histoire coloniale elle-même est, si je puis dire, suivant la formule, rapatriée à l'intérieur de l'ancienne métropole. Et comme là, ça retentit sur l'immigration coloniale, c'est comme si le racisme colonial continuait d'une façon post-coloniale, comme nous disons en termes qui essaient de situer les choses. Alors, ce problème de racisme colonial, et surtout ce problème d'impunité, maintenant, il se pose à la fois pour les massacres collectifs et à la fois pour des enlèvements, des disparitions, des assassinats. Et, il y a un ensemble de crimes qui se commettent en toute impunité. Donc le problème de l'impunité se pose maintenant ouvertement dans les questions mondiales, si j'ose dire. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les crimes contre l'humanité, tels qu'ils ont été définis après la guerre de 1940-45, 1939-45, à Nuremberg, ces crimes contre l'humanité sont en quelque sorte une exception.
c'est une exception de la leçon de la guerre et du jugement de la guerre. Et c'est une exception, et dans cette exception, il faut appeler les choses par leur nom. Le nazi, c'est pas Hitler, c'est pas le nazi. La Shoah, c'est pas la Shoah, c'est une purification nationale, c'est un massacre national, on peut employer le terme de génocide, c'est un massacre, mais le motif, ça s'appelle le national-socialisme. Le motif, c'est une purification nationale. C'est la race allemande qui doit être purifiée des tziganes, des juifs, de ceux qui sont mal formés, etc. Bon, et en même temps des slaves aussi. Il y a un côté anti-slave très très fort dans l'action et dans l'occupation, disons, de l'Europe de l'Est par la puissance allemande. Il faut appeler les choses pour leur nom. C'est un nationalisme d'État qui pratique la purification nationale raciale. Et donc, c'est la conjonction de ce que j'appelle les deux racismes. Le racisme, qui est un racialisme, qui croit qu'il y a des races physiques, et qui se fonde sur des arguments spécifiques. Alors ça, dans la littérature du 19e et du 20e siècle, et dans la littérature nationale-socialiste, il y a des savants, il y a des médecins qui ont collaboré. Dans la colonisation, il y a une véritable anthropologie coloniale qui est fondée sur des types raciaux. Bon. Ça, c'est le racialisme, pour bien faire comprendre la différence. Mais le racialisme est englobé, utilisé dans un nationalisme raciste, puisque l'extermination se fait au nom de la purification nationale. Et ce que l'on a depuis maintenant, c'est le cumul, depuis, disons, les décolonisations, c'est le cumul des deux racismes. Vous avez à la fois le racisme nationaliste, la préférence nationale, comme dit Le Pen, à la fois je suis plus que toi puisque je suis français de souche, ou allemand de souche, hein. Dans les bagarres entre les jeunes, leur seule supériorité, c'est d'exhiber leur propriété d'origine, leur propriété de souche. Vous voyez, ce nationalisme raciste. C'est le cumul du nationalisme raciste et du nationalisme colonial ou post-colonial, dans le sens qui a été fabriqué par la colonisation. C'est vraiment quoi nous sommes. Alors, les mesures de Nuremberg, les définitions de Nuremberg, sont des définitions d'exception, puisqu'elles répondent. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se servir de la définition de Nuremberg, parce que c'est réservé, si je puis dire, aux crimes commis et aux génocides commis dans le cadre de cette, disons, de cette Deuxième Guerre mondiale, de l'extermination qui a accompagné la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pourquoi la question qui est posée aujourd'hui, c'est cette espèce de fossé qu'il y a entre les lois et la définition des crimes contre l'humanité qui ont été posés après la Deuxième Guerre mondiale, et une sorte de refus, de rétropédalage, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles définitions, parfois même de génocide, mais il y a quelques génocides qui ont été définis, et qu'il n'y ait pas généralisation, si l'on peut dire, universalisation de la définition de crime contre l'humanité. Et même la torture, vous savez, elle est englobée dans le paragraphe, vous avez cité le texte, est englobée dans le paragraphe qui tente de redéfinir les crimes contre l'humanité. Vous voyez, il y a une espèce de mesure, de pratique à reculons. Mais les choses avancent quand même, il ne faut pas désespérer, puisque ce que l'on voit aujourd'hui en même temps, c'est que l'impunité est redéfinie, et là, pour lutter contre l'impunité qui tient à des crimes d'État, pour lutter contre l'impunité, on est obligé de faire appel au droit international. C'est pourquoi il y a les tribunaux pénaux internationaux qui sont créés. L'histoire des Balkans, l'histoire du Rwanda amène, en quelque sorte, à des créations qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Hein. C'est encore embryonnaire, c'est encore hésitant, ou c'est encore surchargé par tout le travail qui leur tombe sur leur responsabilité. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui apparaît là. Mais pourquoi faut-il faire appel au droit international
donc à des tribunaux internationaux, à des définitions internationales pour sortir de cette impunité. Également en Amérique latine, hein, pour sortir de l'impunité, il faut faire appel au droit international. Sinon, les militaires amnistieraient à perpétuité Pinochet et les autres. Hein. Et les États-Unis se refusent au droit international. Hein. Il n'y a pas Guantanamo qui est en dehors du droit international. Tous les prisonniers américains, toutes les victimes de l'action américaine sont en quelque sorte mis en dehors du droit international. Les États-Unis n'ont pas ratifié la reconnaissance du tribunal pénal international. C'est comme si l'impérialisme, c'est d'être en dehors du droit international. Et c'est même en quelque sorte de refuser le droit international. Pourquoi? Parce que dans ces crimes d'État, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, moi je fais partie, je suis l'animateur de l'association qui s'appelle Mémoire, Vérité, Justice, et nous allons tenir le 29 octobre prochain un colloque anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka, c'est un bon exemple. Son enlèvement et sa disparition, et on sait avec quelle souffrance, maintenant tout est à peu près connu, hein, mais tout est nié, c'est ça qui est terrible. Vous voyez, la vérité n'est pas reconnue. Bon, mais les faits, on les connaît. La torture, ça fait bien longtemps qu'on sait de la torture en Algérie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Donc, dans le cas de Mehdi Ben Barka, il y a évidemment complicité de l'État français et de l'État marocain. Donc, c'est une complicité d'État évidente. Hein. On ne fera jamais croire qu'un avion marocain, un avion militaire marocain, puisse descendre sur l'aéroport de Villa-Doublette. Je ne sais pas ce qu'il a emporté, peut-être la tête, peut-être le corps de Ben Barka, et sans que les services militaires français et les services militaires français le savent. C'est pas possible. Bon, donc c'est une complicité des deux États. S'ajoute la complicité des services américains et s'ajoute la complicité des services d'Israël. Et ça, dans ce cas-là, en plus, on peut repérer que Dlimi, qui était le policier marocain sous les ordres de Boufkir encore à l'époque, Dlimi est arrivé caché pour qu'on peut appeler l'exécution de Ben Barka. Ça vous prouve qu'il y a une collaboration entre les services qui va très très loin. Nous sommes après le 1965 et il y a une collaboration entre les services à l'échelle du Maghreb. Hein. Le seul Maghreb que je connaisse, je m'excuse de le dire avec une extrême brutalité, c'est le Maghreb des services, puisque les frontières sont fermées. Hein. Donc, voyez ce problème de la complicité d'État qui fait évidemment l'impunité. Parce que vous devez mettre en cause ce qui s'est accompli dans la complicité. Et cette prise en cause met en question le nationalisme d'État, c'est-à-dire le nationalisme qui est la légitimation des gouvernants en place, des présidents en place. Ce nationalisme d'État qui cherche à minimiser la remise en cause quand l'on passe devant la justice, qui refuse le droit international en disant c'est une ingérence, et qui préfère faire sa cuisine à l'intérieur. Et quand il fait des concessions, comme c'est le cas à l'heure actuelle, entre l'État algérien et l'État français, disons entre le président français et le président algérien, c'est des concessions qui sont des accommodements. On ne va pas aller à l'impunité, on va aller à des formules savamment étudiées, pour qu'il y ait une partie de reconnaissance et surtout pour qu'il y ait le passage de l'éponge. C'est pour qu'il y ait réconciliation, c'est pour qu'il y ait amnistie. Les deux choses sont menées en même temps. Vous voyez, ça, c'est l'action des États. Mais notre travail, il est tout à fait autre. Hein. Le travail des historiens, c'est le travail de vérité, quels que soient les accords passés entre les États. Et Chirac, alors, il en rajoute. Hein. Il est prêt à reconnaître des choses à travers l'ambassadeur d'Algérie, puis en même temps, il fait des lois qui flattent les harkis et qui flattent les pays noirs, hein, pour des raisons électorales, c'est évident. Bon. Les deux choses en même temps. Donc,
C'est pour ça que les compromis, ce n'est pas notre boulot, si j'ose dire. Notre boulot de sciences sociales, notre boulot d'histoire, c'est le travail de vérité, c'est le travail d'expliquer, de trouver le sens de ces événements. Et le boulot, si je puis dire, de ceux qui sont les militants de la justice, qui sont les partisans de la justice, c'est de travailler contre l'impunité en révélant, en montrant cette complicité d'État et en allant le plus possible vers un droit qui soit un droit international. Comme dit ma grande amie Monique Chevalier-Gendreau, je ne connais qu'un seul peuple, l'humanité. Merci.